Bonjour et bienvenue. Qu'on travaille dans une usine, un bureau ou même une start-up, il y a des idées invisibles qui façonnent notre quotidien. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble ces grandes théories des organisations. C'est un voyage fascinant qui va nous emmener des rouages de la révolution industrielle jusqu'au réseau hyper complexe du monde d'aujourd'hui. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, petite question. Quel peut bien être le point commun entre une usine, un hôpital et une start-up? Ça a l'air très différent, n'est-ce pas? Et pourtant, la réponse est assez simple au fond. Ce sont tous des groupes de personnes qui ont un objectif commun et qui se sont organisés pour y arriver. Et c'est justement cette structure, cette organisation qu'on va décortiquer aujourd'hui. Ok, alors, commençons par la base. Une organisation, qu'est-ce que c'est au juste? Le grand théoricien Henri Mintzberg nous donne une définition assez claire. Pour lui, c'est un ensemble d'acteurs, relativement stables, qui visent des objectifs communs. Et pour ça, on divise le travail et on met en place des moyens de coordination et de contrôle. Pour que ce soit plus concret, pensons à n'importe quel lieu de travail. Il y a des équipes, ça ce sont les acteurs, il y a un but, vendre un produit, soigner des malades, et il y a des rôles bien définis pour que tout ça tourne. Voilà, c'est cette structure de base qui va être notre point de départ. Allez, on embarque dans notre machine à remonter le temps. Première étape, la révolution industrielle. Imaginez un peu le chaos des premières usines. C'était nouveau, désorganisé. Forcément, des penseurs se sont dit qu'il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. Bienvenue dans l'âge de la machine. L'idée centrale de ce qu'on appelle l'école classique, elle est à la fois simple et incroyablement puissante. L'organisation est vue comme une machine. Et chaque partie, y compris les êtres humains, n'est qu'un simple rouage dans cet immense engrenage. Du coup, si quelque chose cloche, ce n'est pas un problème humain, non. C'est juste un réglage à faire. On resserre un boulon, on huile un rouage et on repart. Tout est une question d'optimisation. Et ce schéma, il illustre cette vision à la perfection. Regardez, à gauche on a les intrants, les matières premières, la main-d'œuvre, tout ce qui entre dans la machine. Au milieu, on a la boîte noire, l'entreprise, qui transforme tout ça. Et à droite, pouf, les extrants, les produits finis qui sortent. C'est une vision incroyablement mécanique, hein. Tout est focalisé sur une seule et unique chose, l'efficacité maximale. Et l'obsession de cette époque, c'était quoi? C'était de trouver le one best way, le saint Graal en quelque sorte, l'unique, la seule, la meilleure façon de faire les choses. L'idée, c'était qu'il existait une méthode parfaite, une recette universelle qui garantirait l'efficacité maximale, peu importe l'entreprise, peu importe le secteur d'activité. Et le grand prêtre de cette religion, c'est Frederick Tyler, le père de ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. Ces principes sont implacables. D'abord, on prend une tâche complexe et on la découpe en tout petits gestes, les plus simples et répétitifs possibles. Ensuite, et c'est crucial, on sépare radicalement ceux qui pensent le travail, les ingénieurs, de ceux qui l'exécutent, les ouvriers. Et enfin, on sort le chronomètre. On mesure chaque geste à la seconde près pour définir un temps juste et donc un salaire juste. Résultat, l'ouvrier n'est plus qu'un exécutant, presque un serviteur de la machine. Alors il faut être honnête, cette approche a permis des gains de productivité absolument énormes. C'était une révolution. Mais, il y a un mais. Cette vision purement mécanique, à force de tout optimiser, a fini par se heurter à un mur. En oubliant l'humain dans l'équation, on a créé un tout nouveau problème. Et la conséquence, c'est le paradoxe total. Une baisse de la productivité. C'est dingue, non? En traitant les gens comme des machines, on a complètement détruit leur motivation. La déshumanisation, la monotonie, tout ça a fini par gripper les rouages de la belle machine. C'était clair, il fallait trouver autre chose. Et c'est comme ça qu'une nouvelle école de pensée est née. L'école des relations humaines. Soudain, les chercheurs ont commencé à s'intéresser au fantôme dans la machine, c'est-à-dire le facteur humain. Les émotions, les relations sociales, tout ce que le modèle précédent avait complètement ignoré. Et là, il y a une expérience qui a absolument tout changé, l'expérience Hawthorne. À la base, les chercheurs voulaient juste tester un truc simple, l'effet de la lumière sur la productivité. Alors ils augmentent l'éclairage et hop, la productivité grimpe. Logique, on se dit. Mais c'est là que ça devient fou. Ensuite, ils baissent l'éclairage et la productivité, elle grimpe encore. La découverte était juste stupéfiante. Ce n'était pas la lumière qui comptait, c'était l'attention qu'on portait aux employés. Le simple fait de se sentir considéré, écouté, ça changeait absolument tout. Abraham Maslow, lui, nous a offert une sorte de carte pour comprendre cette motivation humaine. C'est sa fameuse pyramide des besoins. C'est très simple à comprendre. Tout en bas, à la base, on a les besoins primaires. Manger, boire, dormir, être en sécurité. Une fois que ça c'est bon, on peut commencer à grimper d'un étage. Là, on cherche le besoin d'appartenance, l'estime des autres. Et tout en haut, le sommet, le but ultime, l'accomplissement de soi. Le sentiment de réaliser son plein potentiel.
Ensuite, on a Herzberg, qui va encore plus loin avec sa théorie des 2 facteurs. Et là, son idée est juste géniale. Il dit que ce qui empêche d'être insatisfait, ce n'est pas la même chose que ce qui rend motivé. Je m'explique. Un bon salaire, de bonnes conditions de travail, ça, ce sont des facteurs d'hygiène. S'ils ne sont pas là, on est malheureux. Mais s'ils sont là, on n'est pas pour autant motivé. On n'est juste pas mécontent. La vraie motivation, elle, vient d'ailleurs. Elle vient de la reconnaissance, des responsabilités, du sentiment de s'accomplir. C'est une distinction absolument fondamentale. Bon, après l'âge de la machine et la révolution humaine, on entre dans une nouvelle ère. Une ère beaucoup plus complexe. Fini les modèles simples qui expliquent tout, on entre maintenant dans ce que j'appelle le labyrinthe moderne. Un monde où tout, absolument tout, est une question de contexte. Et là, Herbert Simon arrive et porte un coup fatal, vraiment, à l'idée de l'organisation parfaite et de l'humain parfaitement logique. C'est son concept de rationalité limitée. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que personne ne prend jamais de décision 100% rationnelle. Et ce pour 3 raisons. 1. On n'a jamais toutes les informations. 2. Notre cerveau a ses propres limites cognitives. Et 3. Nos émotions et nos motivations personnelles entrent toujours en jeu. Bref, pour le dire simplement, l'humain n'est pas un ordinateur. Et tout ça, ça nous amène tout droit à la théorie de la contingence. Et là, le message est on ne peut plus clair. Il n'y a pas de solution universelle. La meilleure façon de gérer une entreprise, la meilleure structure, ça dépend. Ça dépend de sa taille, de sa technologie, de son marché. Le fameux one best way des débuts, eh bien c'est un mythe. La seule bonne réponse, maintenant, c'est « ça dépend ». Et puis, il y a Crozier et Friedberg, qui nous rappellent une chose essentielle. Une organisation, c'est aussi une arène politique. Il y a des jeux de pouvoir. Et le vrai pouvoir, attention, il ne vient pas toujours du titre sur la carte de visite. Non, il vient de la maîtrise de ce qu'ils appellent les zones d'incertitude. Un exemple tout bête, le technicien de maintenance qui est le seul à savoir réparer la machine vitale pour la production. Ou l'assistant qui contrôle l'agenda du grand patron. Ces gens-là, ils contrôlent une incertitude cruciale pour les autres. Et ça leur donne un pouvoir immense. Et comme si ce n'était pas assez complexe, on ajoute une dernière couche, la culture. Philippe Diribarne nous montre que la culture nationale change absolument tout. En France, par exemple, on fonctionnerait sur une logique de l'honneur, celle du métier bien fait. Aux États-Unis, c'est la logique du contrat. Ce qui est écrit est ce qui compte. Point. Et aux Pays-Bas, c'est la logique du consensus. Imaginez, la même décision managériale appliquée dans ces 3 pays. Elle aura des résultats complètement différents. La preuve, s'il en fallait une, que le contexte est roi. Bon, on a traversé un siècle de théorie, de la machine à la politique en passant par l'humain. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ce voyage? La grande leçon, finalement, c'est de voir le chemin parcouru. On est parti de la quête d'une seule réponse, d'une solution unique et rigide, la fameuse machine parfaite, pour arriver à une compréhension beaucoup plus subtile. On a compris que manager, ce n'est pas appliquer un plan, c'est naviguer dans la complexité. C'est gérer une conversation permanente entre la structure, les individus, les jeux de pouvoir et la culture. On a troqué la carte au trésor contre une boussole. Et je voudrais finir avec une question pour la route. Quand on observe son propre environnement de travail, qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce qu'on reconnaît les rouages d'une vieille machine taylorienne? Ou est-ce qu'on sent une culture centrée sur la motivation à la Maslow? Ou alors est-ce qu'on est plutôt perdu dans un labyrinthe complexe de stratégie et de contexte? La réponse, je crois, en dit vraiment très long sur le monde du travail qui est le nôtre aujourd'hui.